Mes parents m'ont envoyé un texto humiliant, on pense que tu ne devrais pas venir pour Pâques, on a besoin d'être seul pour réfléchir. J'ai répondu, prenez soin de vous. Ils ignoraient que je venais d'organiser un gala privé dans mon nouvel hôtel particulier à Paris. Quand ils ont vu les gros titres, ils se sont figés. Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle histoire. Avant de vous dévoiler comment un simple SMS a déclenché la guerre la plus élégante de l'histoire de ma famille, j'aimerais prendre un court instant pour nous connecter. Je suis toujours fascinée de voir jusqu'où mes histoires voyagent. Dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous m'écoutez aujourd'hui, et quelle heure il est chez vous. Est-ce le matin avec votre café, ou tard le soir? J'adore lire vos messages, cela me donne l'impression que nous sommes tous assis dans le même salon. Allez, c'est à vous. Maintenant, laissez-moi vous raconter comment j'ai transformé mon exclusion en triomphe. Tout a commencé par un mardi après-midi typiquement parisien, gris et pluvieux, une de ces journées où la lumière est si diffuse qu'elle en devient presque liquide. Je me trouvais dans mon sanctuaire, mon atelier de restauration situé au cœur du quartier du Marais. C'est un endroit hors du temps, qui sent bon la térébenthine, la cire d'abeille chaude et le vieux bois. Je suis restauratrice d'art. Mon métier, ma passion, ma vie, c'est de prendre des objets brisés, oubliés, ternis par les siècles, et de leur redonner leur éclat d'origine. C'est un travail de l'ombre, un travail de silence et d'infinie patience, qui me correspond parfaitement. J'étais penchée sur un cadre Louis XV, une merveille de sculpture sur bois qui avait malheureusement souffert de l'humidité dans une cave pendant des décennies. Je tenais entre mes doigts une pince Bruxelles, m'apprêtant à déposer une feuille d'or, fine comme un souffle, sur une volute délicate. Ma respiration était suspendue. C'est dans ces moments de concentration absolue que je me sens le plus vivante. Soudain, le vibreur de mon téléphone a brisé le silence religieux de l'atelier. Le bourdonnement contre le bois de l'établi a fait trembler mes outils. J'ai soupiré, reposant délicatement la feuille d'or. J'ai essuyé mes mains sur mon tablier en lin et j'ai saisi l'appareil. L'écran affichait « Maman ». Mon cœur a eu un léger raté. Les messages de ma mère, Nadine, n'étaient jamais anodins. Ils étaient soit des demandes de service, soit des critiques voilées. J'ai déverrouillé l'écran. Le message était long. Je l'ai lu une première fois, puis une seconde, sentant chaque mot s'enfoncer sous ma peau comme une écharde. Maëlys, ton père et moi avons longuement discuté hier soir. Nous pensons qu'il est préférable que tu ne viennes pas à Orléans pour le week-end de Pâques cette année. Nous avons besoin d'espace. Nous voulons être seuls avec Clémence, Arnaud et les enfants pour réfléchir à des questions de famille importantes et nous avons besoin de calme. La maison est petite, et ta présence risque d'ajouter du stress inutilement. Nous savons que tu comprendras. Bisous. Je suis restée immobile, le téléphone brûlant ma paume. Autour de moi, les horloges anciennes continuaient leur tic-tac imperturbable, indifférentes à la violence silencieuse qui venait de se produire. Besoin d'espace. Stress inutile. Les mots résonnaient dans ma tête. J'ai fermé les yeux et, instantanément, le souvenir de Pâques dernier m'est revenu avec une clarté douloureuse. Je me suis revue arrivant à la maison familiale, les bras chargés de cadeaux pour mes neveux, de chocolat fin d'un grand chocolatier parisien, et de bouteilles de vin que j'avais choisies avec soin. J'avais fait 2 heures de route, le cœur plein d'espoir, comme chaque fois. Et l'accueil. Clémence, ma sœur aînée, m'avait ouvert la porte en peignoir de soie, une coupe de champagne à la main, sans même m'aider à porter mes sacs. « Ah, tu es là », avait-elle dit. « Écoute, on a un petit souci logistique. J'ai pris ta chambre. J'avais besoin de place pour étaler mes robes de soirée et les affaires d'Arnaud. Et puis les enfants ont envahi la chambre d'amis. Tu ne m'en veux pas? Tu pourras dormir sur le canapé du salon. C'est juste pour 2 nuits. » Je n'avais rien dit. Comme d'habitude. J'avais passé le week-end à dormir sur ce vieux canapé dont les ressorts me rentraient dans les côtes, me réveillant à l'aube quand mes neveux venaient sauter sur moi en hurlant. J'avais passé le week-end à faire la vaisselle pendant que Clémence et Arnaud, son mari entrepreneur, racontaient leurs vacances aux Maldives à mes parents ébahis. J'étais là, mais j'étais un fantôme. Une domestique glorifiée. Et cette année, ils ne voulaient même plus de ma présence de domestique. Ils voulaient m'effacer complètement.
Une boule s'est formée dans ma gorge. Pas de tristesse. Non, j'avais passé l'âge de pleurer pour leur attention. C'était de la colère. Une colère froide, dure, tranchante comme un diamant. J'ai regardé autour de moi, dans mon atelier. Ils pensaient que j'étais quoi? Une petite fille malheureuse dans son petit appartement parisien? Une ratée qui n'avait pas réussi à attraper un mari riche comme Clémence? Ils n'avaient aucune idée de qui j'étais vraiment. Ils ignoraient tout de ma vie, de mes succès, de ma réputation. Ils ne savaient pas que les musées nationaux se battaient pour m'avoir. Et surtout, ils ne savaient rien de la maison. J'ai regardé le message de ma mère encore une fois. On a besoin d'espace. Un rire nerveux m'a échappé. Ils voulaient de l'espace? J'allais leur en donner. J'allais leur donner tellement d'espace qu'ils ne sauraient plus comment le combler. Mes doigts ont volé sur le clavier virtuel. Je n'ai pas hésité. Je n'ai pas cherché à négocier, ni à demander pourquoi. J'ai écrit, c'est noté, maman. Aucun problème. Profitez bien de votre calme et de votre réflexion. Prenez soin de vous. Envoyez. Puis, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. J'ai mis son contact en sourdine. Je me suis levée, j'ai ôté mon tablier taché de vernis et de pigments. J'ai rangé mes outils avec une précision méticuleuse. J'ai éteint les lumières de l'atelier, plongeant les œuvres d'art dans la pénombre. En sortant dans la rue pluvieuse, j'ai pris une grande inspiration. L'air frais de Paris avait un goût nouveau aujourd'hui. Le goût de la liberté. Je me suis dirigée vers ma voiture, une berline discrète mais puissante, garée au coin de la rue. Je n'allais pas rentrer dans un petit studio. J'allais rentrer chez moi. Et pour la première fois, j'allais cesser de cacher ma vie pour ne pas froisser leur ego fragile. J'ai conduit à travers Paris, regardant les gouttes de pluie glisser sur le pare-brise comme des perles liquides. La ville était belle, grise et mélancolique, mais mon esprit était ailleurs. Il voyageait vers le 16e arrondissement, vers une avenue privée bordée d'arbres centenaires, un îlot de calme et de richesse au cœur de la capitale. C'est là que se trouvait mon secret. L'hôtel particulier de tante Colette. Colette était la sœur de mon père. Dans la mythologie familiale, elle était la brebis galeuse, la vieille folle au chat, l'excentrique qui avait déshonoré la famille en devenant actrice de théâtre dans sa jeunesse et en refusant de se marier. Mes parents la méprisaient. Ils lui interdisaient l'accès à la maison d'Orléans, disant qu'elle était une mauvaise influence, qu'elle sentait le vieux et la poussière. Mais moi, je l'adorais. Quand je suis arrivée à Paris pour mes études d'art, je me sentais seule et perdue. C'est Colette qui m'a ouvert sa porte. Chaque dimanche, j'allais prendre le thé chez elle. Sa maison n'était pas sale, comme le disait ma mère. Elle était un musée. Un labyrinthe de souvenirs, de livres rares, de costumes de scène en velours pourpre, de tableaux empilés contre les murs. Colette me racontait ses voyages, ses amours, ses passions. Elle était la seule personne de ma famille qui me regardait vraiment, qui écoutait mes rêves de restauration sans lever les yeux au ciel. Il y a 5 ans, Colette est tombée malade. Mes parents n'ont pas daigné lui rendre visite une seule fois. On ne va pas perdre notre temps avec elle, avait dit mon père. C'est moi qui l'ai veillée. C'est moi qui lui tenais la main quand elle a rendu son dernier souffle dans sa grande chambre aux rideaux tirés. L'ouverture du testament avait été un choc sismique pour mes parents. Colette m'avait tout légué. Absolument tout. À Maëlys, la seule qui a su voir la beauté sous la poussière, disait le document notarié. Je me souviens de la fureur de Clémence. C'est injuste. C'est l'argent de la famille, avait-elle hurlé. Mais quand ils ont visité la maison pour la première fois après l'enterrement, leur colère s'est transformée en dédain. La toiture fuyait, l'électricité était dangereuse, le jardin était une jungle. C'est une ruine, avait ricané Arnaud. Ça va te coûter une fortune en droits de succession et en travaux. Tu ferais mieux de refuser l'héritage, ou de vendre le terrain à un promoteur pour qu'on puisse partager l'argent. Ils m'ont mis une pression infernale pour que je vende. Ils voulaient du cash, tout de suite. Mais j'ai tenu bon. J'ai accepté l'héritage. J'ai payé les droits grâce à un prêt bancaire que j'ai mis des années à rembourser. Et j'ai gardé la maison. Pendant 3 ans, j'ai vécu comme une ermite dans la petite loge du gardien,
au rez-de-chaussée, pendant que je restaurais la bâtisse principale. J'ai tout fait. J'ai utilisé mes compétences professionnelles pour sauver ce qui pouvait l'être. J'ai gratté les couches de peinture bon marché pour retrouver les boiseries d'origine. J'ai nettoyé les lustres en cristal pampille par pampille. J'ai passé mes nuits et mes week-ends à poncer, vernir, dorer. Personne dans ma famille ne savait que les travaux étaient terminés depuis 6 mois. Personne ne savait que la ruine était redevenue un palais. Je suis arrivé devant le grand portail en fer forgé noir. J'ai appuyé sur la télécommande. Les lourds battants se sont ouverts sans un bruit. Je suis entré dans la cour pavée, mes pneus crissant doucement sur les graviers. Devant moi, la façade de pierre blanche brillait doucement sous la pluie. C'était majestueux. C'était ma victoire. Je suis entré dans le grand hall. L'odeur ici n'était plus celle de l'humidité, mais celle subtile des lys frais et de la cire en caustique. Le sol en damier noir et blanc étincelait. L'escalier monumental s'élevait vers les étages, une courbe parfaite de bois sombre et de fer forgé. J'ai caressé la rampe. « Bonjour, ma belle », ai-je murmuré à la maison. Je suis allé dans le grand salon qui donnait sur le jardin arrière. À travers les hautes fenêtres, je voyais le magnolia géant en pleine floraison, ses fleurs blanches comme des coupes de porcelaine bravant la pluie. Au loin, par-dessus les toits voisins, la tour Eiffel scintillait, commençant son spectacle nocturne. J'ai repensé au message de ma mère. La maison est petite, ta présence risque d'être de trop. Je me suis servi un verre de vin dans la cuisine ultramoderne que j'avais fait installer, un contraste saisissant avec le reste de la maison historique. Il ne voulait pas de moi à Orléans ? Très bien. Mais je n'allais pas passer Pâques seul à manger des pâtes devant la télévision. J'avais un palais. J'avais des moyens. Et j'avais une famille. Pas celle qui me rejetait, mais celle que j'avais choisie. Ou plutôt, celle qui avait été rejetée avec moi. J'ai sorti mon téléphone. J'ai fait défiler mes contacts jusqu'à trouver un nom. Tante Béatrice. Béatrice est la sœur cadette de mon père. Contrairement à lui, qui avait fait une carrière modeste mais respectable dans l'administration, Béatrice était aide-soignante. Elle avait épousé Pierre, un homme doux et bon, qui avait été facteur toute sa vie. Ils vivaient dans un petit pavillon en banlieue, élevaient leurs petits-enfants, et comptaient chaque euro. Parce qu'ils n'avaient pas de réussite sociale éclatante, mes parents les traitaient avec une condescendance insupportable. Ils étaient invités aux mariages et aux enterrements, mais jamais aux dîners importants. Béatrice est gentille, mais elle est simple, disait souvent ma mère avec un petit rire méprisant. Et Pierre, mon Dieu, il ne sait parler que de son potager. On ne peut pas les asseoir à côté des amis d'Arnaud. J'ai appuyé sur le bouton d'appel. Ça a sonné longtemps. Finalement, une voix essoufflée a répondu. Allô ? Maëlys ? Bonjour Tata. Je ne te dérange pas ? Non, non, pas du tout ma chérie. Je finissais juste de repasser. Comment vas-tu ? Sa voix était chaleureuse, mais je percevais une fêlure. Une tristesse dissimulée. Ça va, Tata. Et toi ? Vous avez prévu quoi pour ce week-end de Pâques ? Il y eut un silence lourd à l'autre bout du fil. Puis, un soupir tremblant. Oh, rien de spécial. On va rester tranquille à la maison, avec Pierre. Vous n'allez pas à Orléans ? Demandai-je, connaissant déjà la réponse. Non. Sa voix se brisa légèrement. Ta mère m'a appelé ce matin. Elle a dit que, enfin, elle a dit que cette année, il faisait ça en comité très restreint. Juste les enfants et Clémence. Elle a dit que ce n'était pas la peine qu'on fasse le voyage, que ça nous ferait des frais inutiles pour le train, et qu'on serait mieux chez nous. La cruauté de ma mère me coupa le souffle. Prétexter les frais de train pour exclure sa propre sœur, c'était d'une bassesse innommable. C'était leur façon polie de dire « Vous êtes trop pauvre et trop plouc pour la belle famille de Clémence. » Je vois, dis-je, ma voix se durcissant. Elle m'a fait le même coup, Tata. Je ne suis pas invitée non plus. Quoi ? Toi ? Mais tu es sa fille, s'exclama Béatrice, scandalisée. Comment peut-elle faire ça ? Elle a besoin d'espace, paraît-il. Mais écoute-moi bien, Tata. Je ne veux pas que tu sois triste.
Au contraire. Je suis très contente qu'il ne nous ait pas invités. Comment ça? Parce que ça veut dire que tu es libre. Et je refuse que tu passes Pâques à manger des restes devant la télé. Je veux que vous veniez tous à Paris. Toi, l'oncle Pierre, et amène les petits, Léo et Chloé. À Paris? Mais Maëlys, c'est gentil, mais on ne va pas te déranger dans ton petit appartement. Où est-ce qu'on va dormir? Et le train est hors de prix à la dernière minute? J'ai souri, imaginant sa tête dans quelques jours. Ne t'inquiète pas pour le logement. J'ai déménagé, j'ai plus grand maintenant. Et pour le transport, oublie le train. Je vous envoie une voiture. Une voiture? Un taxi? Mais ça va coûter une fortune. C'est mon cadeau. Je t'envoie un chauffeur samedi à 14 heures. Préparez vos valises. Et Tata, mets ta plus belle robe. Celle en soie bleue que tu n'oses jamais porter. Maëlys, qu'est-ce que tu manigances? Tu as gagné au loto? Mieux que ça, Tata. J'ai gagné ma liberté. Fais-moi confiance. Juste, fais-moi confiance. Elle a fini par accepter, entre deux sanglots de gratitude. En raccrochant, j'ai ressenti une chaleur dans ma poitrine que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. C'était ça, la famille. Pas ceux qui partagent votre sang et vous jugent, mais ceux qui partagent votre cœur et vous soutiennent. Mais il restait une chose à faire. Une chose essentielle pour que ma revanche soit complète. Il fallait que le monde sache. J'ai cherché un autre numéro dans mon répertoire. Jean-Luc. C'était un journaliste renommé du magazine L'Officiel Art, une publication prestigieuse sur l'architecture et le design. Il me harcelait depuis des mois pour faire un reportage exclusif sur la restauration de l'hôtel particulier, qu'il considérait comme l'un des secrets les mieux gardés de Paris. J'avais toujours refusé, prétextant vouloir garder mon intimité. J'ai composé le numéro. Jean-Luc? C'est Maëlys. Oui. Vous êtes toujours intéressé par cette exclusivité? J'ai changé d'avis. Mais à une condition. Vous venez ce samedi soir. J'organise un dîner de gala pour Pâques. Je veux que vous couvriez l'événement. Oui, tout l'hôtel sera ouvert. Parfait. À samedi. J'ai raccroché avec un sourire carnassier. Le piège était en place. Le lendemain, mercredi, mon téléphone a sonné vers midi. C'était Clémence. Je me suis préparée mentalement avant de décrocher. Je savais exactement à quoi m'attendre, un mélange de fausse sympathie et de vantardise. Allô? Maëlys? Sa voix était aiguë, rapide, stressée. Salut Clémence. Écoute, je t'appelle en coup de vent, je suis débordée, tu n'imagines pas. Entre les valises, les enfants qui sont intenables, et Arnaud qui est sur les nerfs. C'est la folie. Elle ne m'appelait pas pour prendre des nouvelles. Elle m'appelait pour se plaindre et pour se faire valider. C'était notre dynamique depuis toujours. Elle était la star débordée, j'étais le public captif. Maman m'a dit qu'elle t'avait envoyé un message, a-t-elle continué, baissant un peu le ton comme pour une confidence. J'espère que tu ne le prends pas mal, hein? Tu sais, c'est surtout pour Arnaud. Il est sur un très gros coup en ce moment. Un projet immobilier de plusieurs millions. Il a besoin de calme pour étudier les dossiers avec papa. Papa a toujours eu le nez pour les affaires, tu sais. J'ai failli rire. Notre père, le fonctionnaire à la retraite qui rangeait ses factures par ordre alphabétique, conseillait un promoteur immobilier? C'était ridicule. Mais j'ai entendu autre chose dans sa voix. Une tension. Une peur. En arrière-plan, j'ai entendu la voix d'Arnaud hurler, « Je m'en fous. Dis-leur qu'on arrive. Si on ne signe pas ça ce week-end, on est mort. Tu m'entends? Mort. Chut, a sifflé Clémence, éloignant le téléphone. Puis elle est revenue vers moi, la voix tremblante mais essayant de rester légère. Désolé, c'est Arnaud au téléphone avec ses associés. Toujours le business. Bref, on voulait juste s'assurer que tu ne t'ennuies pas trop toute seule à Paris. Tu vas faire quoi? Bricoler tes petits trucs? Bricoler mes petits trucs. C'est comme ça qu'elle appelait mon travail de restauration sur des œuvres inestimables.
Je m'arrête un instant ici pour vous poser une question, mes chers auditeurs. Avez-vous déjà ressenti cela? Ce moment précis où quelqu'un de votre famille vous ment ouvertement, vous prend pour un idiot, alors que vous savez pertinemment que leur vie est en train de s'effondrer? Avez-vous déjà eu envie de hurler la vérité, ou avez-vous fait comme moi, en savourant le silence de ceux qui savent? Dites-moi dans les commentaires comment vous gérez l'hypocrisie familiale. C'est parfois plus douloureux que l'insulte directe, n'est-ce pas? J'ai pris une grande inspiration, savourant le moment. Ne t'inquiète pas pour moi, Clémence, dis-je d'une voix douce, presque mielleuse. Je ne vais pas m'ennuyer. Je vais profiter de Paris. J'ai quelques projets. Mouais. Bon, tant mieux. Allez, je te laisse, je dois aller chercher ma robe au pressing. Une Dior, ma chérie, sublime. Tu verrais ça. Bisous. Elle a raccroché. J'ai regardé mon téléphone. Elle mentait. Arnaud ne parlait pas à des associés. Il parlait de survie. On est mort. Cette phrase résonnait. Ils n'allaient pas à Orléans pour fêter Pâques ou discuter stratégie. Ils y allaient pour demander de l'argent. Pour mendier. Ils allaient dépouiller mes parents, et mon exclusion était la condition nécessaire pour qu'il n'y ait aucun témoin gênant, personne pour dire « Attendez, c'est une mauvaise idée ». J'ai ressenti une pointe de pitié pour mes parents. Ils allaient se jeter dans la gueule du loup, convaincus d'être les élus, alors qu'ils n'étaient que des proies. Mais cette pitié s'est vite évaporée. Ils avaient fait leur choix. Ils avaient choisi leur camp. Je me suis levée et je suis allée dans ma cuisine. J'ai ouvert le frigo américain, sorti une bouteille d'eau gazeuse. Une robe Dior, hein, ai-je murmuré. J'ai souri. Elle ne savait pas que j'avais, moi aussi, rendez-vous avec une robe. Mais la mienne n'était pas louée ou achetée à crédit. J'ai appelé mon traiteur. Jean-François? C'est Maëlys. On double la commande de caviar. Et pour le vin, sortez-moi les grands crus classés. On a quelque chose à fêter. Le samedi matin, l'hôtel particulier s'est réveillé dans une effervescence joyeuse. C'était le jour J, dehors, le soleil de printemps avait enfin percé les nuages, inondant la cour pavée d'une lumière dorée, comme pour bénir ma démarche. Dès 8 heures, les livraisons ont commencé. J'avais décidé que ce ne serait pas un simple dîner, mais une démonstration de beauté, un hymne à la vie que j'avais construite seule. Le fleuriste est arrivé avec un camion entier. J'avais commandé une forêt. Littéralement. Des branches de cerisier en fleurs, hautes de 2 mètres, ont été installées dans le grand hall, créant une voûte rose pâle sous laquelle les invités passeraient. Dans le salon, des centaines de tulipes blanches et de pivoines odorantes ont été disposées dans des vases en cristal que j'avais restaurés moi-même. L'air était saturé de parfums frais, verts, vivants. C'était l'antithèse de la maison d'Orléans, qui sentait toujours le renfermé et l'encaustique bon marché. En cuisine, c'était une symphonie. Le chef que j'avais engagé, un ami qui travaillait pour un grand restaurant étoilé, dirigeait sa petite brigade avec précision. Sur le plan de travail en marbre, les ingrédients bruts attendaient leur métamorphose, des asperges vertes de Provence grosses comme le pouce, des morilles fraîches qui sentaient la terre et la forêt, et la pièce maîtresse, un agneau de lait des Pyrénées qui allait être rôti lentement pendant 7 heures avec de l'ail confit et du romarin. Je passais de pièce en pièce, vérifiant chaque détail. Je voulais que tout soit parfait. Non pas par snobisme, mais parce que mes invités d'honneur, tante Béatrice et oncle Pierre, méritaient ce qu'il y a de mieux. Ils avaient été traités comme des citoyens de seconde zone toute leur vie par ma famille. Ce soir, ils seraient des rois. Vers 16 heures, je suis montée dans ma suite pour me préparer. Ma chambre était mon refuge, vaste, lumineuse, avec un dressing que Clémence aurait tué pour posséder. J'ai ouvert la housse de protection. Ma robe. Ce n'était pas une robe achetée à la va-vite. C'était une pièce vintage de haute couture, un modèle des années 50 que j'avais trouvé dans une vente aux enchères et restauré avec autant de soin qu'un tableau. Elle était en taffetas de soie, d'un bleu nuit profond, presque noir, avec un décolleté bateau élégant et une jupe ample qui bruissait à chaque mouvement. Je l'ai enfilée. Le tissu froid a glissé sur ma peau. J'ai remonté la fermeture éclair. Je me suis regardée dans le grand miroir psyché. Pour la première fois depuis très longtemps,
je ne voyais pas la petite sœur effacée, la fille, bricoleuse, en salopette pleine de taches. Je voyais une femme. Une femme puissante, propriétaire de son destin et de ses murs. J'ai relevé mes cheveux en un chignon flou, laissant quelques mèches encadrer mon visage. J'ai mis un simple collier de perles, celui que tante Colette portait sur sa photo de jeunesse préférée. C'était ma façon de la voir avec nous ce soir. À 18h, la sonnette a retenti. J'ai regardé par la fenêtre. Une berline noire aux vitres teintées venait d'entrer dans la cour. Le chauffeur, en uniforme, a contourné la voiture pour ouvrir la porte arrière. Tante Béatrice est sortie la première. Elle portait sa robe en soie bleue, un peu démodée mais qui lui allait à ravir. Elle tenait son sac à main contre sa poitrine comme un bouclier, les yeux écarquillés, regardant la façade de la maison avec incrédulité. L'oncle Pierre a suivi, ajustant sa cravate, suivi des deux petits, Léo et Chloé, qui ont immédiatement pointé du doigt la fontaine centrale. Je suis descendu 4 à 4 les marches de l'escalier d'honneur. J'ai ouvert la grande porte d'entrée. « Bienvenue » ai-je crié, ouvrant les bras. Béatrice a monté les marches avec hésitation. Quand elle est arrivée à ma hauteur, elle avait les larmes aux yeux. « Maëlys. C'est ici que tu habites ? C'est le château de la Belle au bois dormant. C'est la maison de tante Colette, tata. C'est notre maison ce soir. Je les ai fait entrer. » J'ai vu Pierre caresser le bois d'une console d'époque, lui qui aimait en travailler le bois dans son petit atelier de garage. J'ai vu les enfants courir vers les fenêtres pour regarder le jardin. « Mais, c'est immense » a chuchoté Béatrice. « Ton père disait que c'était un taudis. Qu'il y avait des rats. » Il y avait surtout beaucoup de mépris dans les yeux de mon père, ai-je répondu doucement. « Venez, je vais vous faire visiter. » Peu à peu, les autres invités sont arrivés. Des amis du milieu de l'art, des conservateurs, des artistes. Des gens brillants, cultivés, mais simples et chaleureux, loin de l'arrogance des « nouveaux riches » que Clémence fréquentait. L'ambiance était magique. Le pianiste jouait du jazz doux. Les coupes de champagne circulaient. Béatrice, d'abord intimidée, s'est retrouvée à discuter recettes de cuisine avec mon chef étoilé qui était sorti la saluer. Pierre expliquait à un célèbre architecte comment il greffait ses rosiers, et l'architecte l'écoutait avec fascination. Il rayonnait. Ils n'étaient plus les parents pauvres. Ils étaient les invités d'honneur. Puis, Jean-Luc, le journaliste, est arrivé avec son photographe. Il a balayé la salle du regard, impressionné. « Maëlys. C'est époustouflant. Tu as fait un travail de titan. C'est la couverture du mois, c'est sûr. » Il a sorti son carnet. « Dis-moi, où sont tes parents ? Je croyais que c'était une fête de famille ? » J'ai souri, un sourire un peu triste mais résolu. « Ma famille est là, Jean-Luc. Regarde. » J'ai désigné Béatrice et Pierre qui riaient aux éclats avec les enfants. Mes parents n'ont pas pu se libérer. Ils avaient d'autres priorités. Je vois, a-t-il dit, son instinct de journaliste flairant l'histoire derrière l'histoire. On peut faire une photo ? Toi et ta famille ? Avec plaisir. Nous nous sommes rassemblés devant la grande cheminée. J'ai pris la main de Béatrice. J'ai posé mon autre main sur l'épaule de Pierre. Les enfants se sont assis à nos pieds. Souriez, a lancé le photographe. Le flash a crépité. Une fois. 2 fois. À cet instant précis, j'ai su que je venais de sceller mon destin. Cette photo n'était pas juste un souvenir. C'était une déclaration de guerre. Et elle allait arriver sur les écrans d'Orléans comme un missile. La soirée s'est terminée tard. C'était l'une des plus belles nuits de ma vie. Voir ma tante et mon oncle dormir dans des draps de coton égyptien, dans la plus belle chambre d'amis, traités avec le respect qu'ils méritaient, m'a rempli d'une satisfaction profonde. Le lendemain matin, dimanche de Pâques, je me suis levé tôt. La maison était calme. J'ai préparé du café et j'ai ouvert ma tablette sur la terrasse. L'article de l'Officiel Art était en ligne. Le titre était encore plus percutant que je ne l'avais imaginé, exclusif. Le trésor caché de l'avenue Foch. Maëlys L., la restauratrice aux mains d'or, dévoile son hôtel particulier et célèbre la vraie famille.
L'article était élogieux, décrivant la restauration minutieuse, le goût exquis, la valeur inestimable de la propriété. Mais c'est le paragraphe final qui était le coup de grâce. Entourée de sa tante et de son oncle, ses soutiens indéfectibles, Maëlys a offert une leçon d'élégance et de cœur. Une célébration intime et fastueuse, loin des mondanités superficielles, prouvant que la vraie richesse est celle des liens authentiques. Et la photo. Elle était magnifique. Nous étions radieux. La richesse du décor ne faisait que souligner la simplicité de nos sourires. J'ai regardé l'heure. 9h30, à Orléans, il devait être en train de prendre le petit déjeuner. Mon téléphone, posé sur la table en fer forgé, s'est allumé. Une notification. Puis 2. Puis 10. C'était parti. D'abord, un message d'une cousine éloignée. Waouh Maëlys. C'est chez toi? C'est incroyable. Pourquoi on ne savait pas? Puis un commentaire sur Facebook d'une ancienne voisine d'Orléans. Je viens de voir l'article. Félicitations. Tes parents doivent être si fiers. Même si je suis surprise qu'ils ne soient pas sur la photo. Et puis, les appels ont commencé. Le nom, maman, s'est affiché en grand sur l'écran. J'ai laissé sonner. Le téléphone a arrêté de vibrer, puis a recommencé immédiatement. Papa. Puis, Clémence. C'était une attaque coordonnée. Je les imaginais, là-bas, dans leur petite cuisine. Scène imaginée, mais confirmée plus tard, Clémence, les yeux collés à son écran de téléphone, hurlant « C'est quoi ça? Regardez! Regardez où elle est! » Ma mère, ajustant ses lunettes, plissant les yeux, « C'est la maison de Colette? » Mais c'est impossible, c'était une ruine. Mon père, lisant l'article, devenant pâle en voyant les estimations de prix évoquées par le journaliste. Un chef-d'œuvre estimé à plusieurs millions. Et Arnaud. Arnaud qui devait réaliser qu'il avait misé sur le mauvais cheval. Qu'il était en train de supplier pour quelques milliers d'euros alors que sa belle-sœur, celle qu'il ignorait, était assise sur une mine d'or. Mais le pire pour eux, ce n'était pas l'argent. C'était Béatrice. Voir Béatrice, la pauvre Béatrice, en robe de soie, une coupe de cristal à la main, posant comme une châtelaine. C'était une insulte directe à leur snobisme. Ils l'avaient exclue parce qu'elle n'était pas assez bien, et voilà qu'elle était validée par la haute société parisienne, alors qu'eux étaient assis devant des croissants rassis à Orléans. Mon téléphone continuait de vibrer, menaçant de tomber de la table. J'ai bu une gorgée de café. J'ai senti le soleil sur mon visage. Je n'ai pas répondu. Je me suis levée et je suis allée réveiller la maison. Les enfants, ai-je crié. Les cloches sont passées dans le jardin. Nous avons passé la matinée à chasser les œufs. J'ai couru dans l'herbe, j'ai ri, j'ai mangé du chocolat. J'ai oublié mon téléphone dans la cuisine. Vers midi, quand je suis rentrée pour préparer le déjeuner, j'ai vu que j'avais 45 appels manqués et une douzaine de messages vocaux. J'en ai écouté un, au hasard. Celui de Clémence. Maëlys. Réponds. C'est quoi ce délire? Tu te fous de notre gueule? Tu habites dans un palais et tu nous laisses galérer? On a vu la photo. Tout le monde a vu la photo. Les gens nous appellent pour demander pourquoi on n'y est pas. Tu nous humilies exprès, c'est ça? Appelle-moi tout de suite. Pas de « félicitations ». Pas de « c'est magnifique ». Juste, tu nous humilies. Le narcissisme à l'état pur. Tout revenait toujours à eux. J'ai effacé le message. Ils commençaient à comprendre le prix de l'espace. Mais je ne savais pas encore jusqu'où ils iraient. Je pensais que la honte les ferait se taire. J'avais tort. Le désespoir financier rend les gens dangereux. Et Clémence était désespérée. Au milieu du déjeuner dominical, alors que nous dégustions les restes de l'agneau froid avec une mayonnaise maison, le téléphone de tante Béatrice a sonné. Elle a regardé l'écran, surprise. C'est Ginette. Ma voisine d'Orléans. Qu'est-ce qu'elle me veut un dimanche de Pâques? Elle a décroché. Allô Ginette? Oui, joyeuse Pâques. Quoi? Comment ça? Oh mon Dieu. Béatrice a blanchi. Elle a posé sa main sur sa bouche, ses yeux se posant sur moi avec effroi.
D'accord. Merci de me l'avoir dit, Ginette. Oui. On est à Paris, oui. Je te raconterai. Au revoir. Elle a raccroché lentement. Un silence de mort est tombé sur la table. Qu'est-ce qu'il y a, Tata, demandai-je. C'était à propos de tes parents, Maëlys. Et d'Arnaud. Elle a hésité. Ginette habite à côté de chez eux. Elle dit qu'il y a eu une scène terrible ce matin. Des huissiers sont venus. Des huissiers? Le dimanche de Pâques? Apparemment, ce n'étaient pas des huissiers officiels. C'étaient des hommes de main. Ils tambourinaient à la porte. Ils criaient qu'ils voulaient leur argent. Ginette a tout entendu. Arnaud doit de l'argent à des gens pas très recommandables. Des dettes de jeu, Maëlys. Des sommes énormes. J'ai senti un froid me parcourir l'échine. Tout s'éclairait. Le gros contrat. Le besoin de calme. Ils n'étaient pas là pour discuter business. Ils étaient là pour liquider le patrimoine. Ils voulaient vendre le terrain des grands-parents, ai-je murmuré, réalisant l'ampleur de la trahison. C'est pour ça qu'ils ne voulaient pas que je vienne. Ils savaient que je m'y opposerais. Ils savaient que je poserais des questions sur le prix, sur l'acheteur. Ils voulaient vendre vite, en secret, pour payer les usuriers d'Arnaud. Béatrice hocha la tête, les larmes aux yeux. Ils allaient tout vendre. La terre de ton grand-père? Pour des dettes de jeu. C'était donc ça. Mon exclusion n'était pas juste affective. C'était une manœuvre stratégique. J'étais l'obstacle juridique et moral qu'il fallait éliminer le temps d'un week-end pour commettre l'irréparable. Une colère nouvelle m'a envahi. Ce n'était plus de la rancœur d'enfant blessé. C'était la fureur de l'adulte qu'on essaie d'escroquer. Ils ont vendu, demandai-je. Ginette dit qu'ils criaient qu'ils n'avaient pas encore l'argent, que la vente ne se ferait que mardi à l'ouverture des notaires. Les hommes sont repartis en menaçant de revenir. Donc, rien n'était signé. Pas encore. À cet instant, mon téléphone a sonné à nouveau. C'était mon père. J'ai regardé Béatrice. Je vais répondre. J'ai décroché, mettant le haut-parleur. Maëlys. Enfin. La voix de mon père était méconnaissable, étranglée par la panique. Pourquoi tu ne réponds pas? Je suis occupée, papa. J'ai des invités. Écoute-moi. On a un gros problème. Un malentendu terrible. On a vu ta maison. C'est incroyable. On ne savait pas. Vous ne saviez pas parce que vous n'avez jamais demandé, dis-je froidement. Oui, on a eu tort. Écoute, Maëlys. On est une famille. On doit s'entraider. Arnaud a fait une bêtise. Il a besoin d'un prêt relais. Juste pour quelques jours. C'est une question de vie ou de mort. Littéralement. Et vous alliez vendre le terrain pour ça? En cachette? Il y eut un silence. On n'avait pas le choix. Mais maintenant qu'on sait que tu as réussi. Tu pourrais nous aider. Tu pourrais prêter la somme à ta sœur. Comme ça, on garde le terrain. C'est le patrimoine de la famille, Maëlys. Tu ne veux pas qu'on perde la terre de grand-père? L'audace était stupéfiante. Il essayait de me faire culpabiliser pour sauver le terrain qu'il s'apprêtait lui-même à brader 5 minutes plus tôt. C'est drôle, papa, dis-je, ma voix tranchante comme un scalpel. Hier, j'étais de trop. J'étais celle qui prenait trop de place. Aujourd'hui, je suis la banque? Ne sois pas rancunière. C'est ta sœur. Non. C'est la femme qui m'a fait dormir sur un canapé défoncé pendant qu'elle prenait ma chambre. C'est la femme qui n'a jamais levé le petit doigt pour tante Colette. Et toi, papa, tu es l'homme qui m'a envoyé un SMS pour me dire de ne pas venir. Tu voulais de l'espace? Débrouille-toi avec ton espace. Maëlys. Si tu raccroches, tu ne fais plus partie de cette famille. C'est la meilleure nouvelle que tu pouvais m'annoncer. Adieu, papa. J'ai raccroché. J'ai tremblé de tout mon corps. C'était fini. Mais j'avais oublié une chose, la distance entre Orléans et Paris n'est que d'1 heure et demie en voiture.
Et la panique fait faire des choses stupides. Vers 16 heures, alors que nous prenions le thé au salon, essayant de retrouver une atmosphère légère, l'interphone a hurlé. Pas une sonnerie polie. Un assaut. Quelqu'un appuyait sur le bouton sans discontinuer. J'ai regardé l'écran de contrôle. Une Audi noire était garée en travers de mon entrée, les roues sur le trottoir. Clémence. Et Arnaud. Ils étaient là. Ils avaient roulé jusqu'à Paris. Clémence était sortie de la voiture. Elle ne ressemblait plus à la femme sophistiquée des photos Instagram. Ses cheveux étaient en bataille, son maquillage coulait. Elle portait un jogging. Elle hurlait à l'interphone, frappant la grille métallique avec ses poings. J'ai fait signe à Béatrice et Pierre de rester assis. Ne bougez pas. Je suis allée dans le hall, j'ai activé le micro sans ouvrir la porte. Clémence. Pars d'ici. Sa voix a explosé dans le hall via les haut-parleurs. Ouvre. Ouvre, salope. Je sais que tu es là. On a vu ta voiture. Ouvre ou je défonce tout. Arnaud était derrière elle, pâle comme un linge, regardant autour de lui avec terreur, comme s'il s'attendait à voir surgir ses créanciers derrière les arbres de l'avenue Foch. « Maëlys, s'il te plaît, cria-t-il. Juste 5 minutes. On doit te parler. C'est urgent. Je n'ai rien à vous dire, répondis-je. Vous n'êtes pas invité. C'est une propriété privée. C'est l'argent de la famille, hurla Clémence, perdant totalement la raison. Cette maison, c'est l'argent de Colette. C'était à nous. Tu nous as volés. Tu te prélasses dans le luxe pendant qu'on va se faire tuer. Ouvre. Elle a commencé à secouer la grille. C'était pathétique et terrifiant. Les passants s'arrêtaient, choqués. Dans ce quartier, on ne crie pas. On ne fait pas de scandale. Je voyais mon voisin d'en face, un diplomate à la retraite, sortir sur son balcon avec son téléphone. Clémence, les voisins appellent la police, l'ai-je prévenu. Va-t'en avant que ça ne devienne un casier judiciaire. Je m'en fous de la police. Je ne partirai pas sans un chèque. Tu nous dois ça. Après tout ce qu'on a fait pour toi. Tout ce que vous avez fait pour moi, répétai-je, incrédule. Vous m'avez ignoré. Humilié. Exploité. Et maintenant vous voulez que je paie pour vos erreurs? Jamais. Elle a ramassé une pierre dans la jardinière extérieure et l'a lancée de toutes ses forces contre la grille. Un bruit métallique sinistre a résonné. C'en était trop. J'ai appelé le commissariat du 16e. Bonjour, je suis mademoiselle Lefebvre, avenue Foch. Il y a 2 individus qui tentent de forcer mon portail et qui profèrent des menaces. Oui, je crains pour ma sécurité. Les 5 minutes suivantes ont été les plus longues de ma vie. Clémence continuait de hurler des insultes, mélangeant supplications et menaces de mort. Béatrice pleurait silencieusement dans le salon, se bouchant les oreilles. Puis, les sirènes. 2 voitures de police sont arrivées. 4 agents sont sortis. Ils ont ceinturé Arnaud qui essayait de s'interposer. Clémence s'est débattue, griffant un agent, hurlant qu'elle était chez sa sœur, qu'elle avait le droit d'entrer. J'ai regardé la scène sur l'écran. Ma sœur, menottée, plaquée contre le capot de sa voiture de luxe impayée, hurlant maudire mon nom. C'était la fin. La fin de l'image parfaite. La fin des mensonges. Les policiers ont emmené Clémence et Arnaud. L'un des agents a sonné à ma porte pour prendre ma déposition. Je suis sortie, calme, digne. Je ne veux pas porter plainte pour les dégradations, ai-je dit doucement. Je veux juste qu'ils ne reviennent plus jamais. L'agent a hoché la tête, compatissant. C'est la famille, hein? Parfois, c'est le pire. Non monsieur. Ce n'est plus ma famille. Le calme est revenu avenue Foch. Mais la tempête a continué ailleurs. L'arrestation de Clémence et Arnaud a déclenché une réaction en chaîne. Arnaud, étant déjà surveillé pour des fraudes fiscales, a été placé en garde à vue prolongée. Ses créanciers ont appris son arrestation et se sont tournés vers les garants. Mes parents. Ils avaient signé des cautions solidaires pour certains prêts d'Arnaud, persuadés que leur gendre était un génie de la finance. Ils ont dû tout payer.
Le terrain familial a été saisi et vendu aux enchères judiciaires, bien en dessous de sa valeur. Leur maison d'Orléans a dû être hypothéquée. Leurs économies de retraite ont été englouties en quelques semaines. J'ai appris tout cela par tante Béatrice, qui avait gardé contact avec la fameuse voisine Ginette. Mes parents m'ont écrit des lettres. Des lettres de 10 pages, alternant entre excuses larmoyantes et reproches amers. Si tu avais ouvert la porte ce jour-là, rien de tout cela ne serait arrivé. Ils ne comprenaient toujours pas. Ils pensaient que c'était mon refus d'ouvrir la porte qui avait causé leur perte, et non les années de mensonges, de mépris et de mauvaise gestion. Je n'ai jamais répondu. J'ai brûlé les lettres dans la grande cheminée du salon. C'était une belle flambée. Clémence a divorcé. Arnaud est en prison pour escroquerie. Elle est retournée vivre chez nos parents, dans leur petite maison hypothéquée. Ils vivent tous les 3 ensemble, dans cet espace restreint qu'ils redoutaient tant. Ils sont obligés de se supporter, de se regarder en face chaque jour, avec pour seul compagnon le regret et l'amertume. Ils ont payé le prix fort. Le prix de l'orgueil. 1 an a passé. C'est de nouveau Pâques. Je suis dans mon jardin. Les magnolias sont encore plus beaux cette année. Autour de la grande table en teck, il y a tante Béatrice, oncle Pierre, Léo, Chloé. Mais il y a aussi d'autres personnes. Des amis. Mon nouveau compagnon, un architecte qui aime les vieilles pierres autant que moi. Nous rions. Nous partageons un repas simple et délicieux. Je n'ai plus de nouvelles de mes parents depuis 6 mois. Le silence est devenu une paix. Parfois, je pense à eux. Je n'ai plus de colère. Juste une indifférence polie. Ils sont devenus comme ces objets que je restaure parfois, trop abîmés pour être sauvés, trop fragiles pour être manipulés. Il vaut mieux les laisser dans leur vitrine, et ne pas y toucher. J'ai transformé mon héritage matériel en héritage émotionnel. J'ai construit une maison où personne n'est de trop. Où personne ne dort sur le canapé par mépris. Je lève mon verre vers Béatrice. Elle me sourit. Elle porte une nouvelle robe, qu'elle a choisie elle-même. Elle ne s'excuse plus d'être là. Elle est chez elle. Conclusion et appel à l'action. Voilà mon histoire. L'histoire de comment un simple SMS a révélé la vérité et m'a libérée. On dit souvent qu'on ne choisit pas sa famille. C'est faux. On ne choisit pas d'où l'on vient, c'est vrai. Mais on choisit avec qui on reste. On choisit qui on laisse entrer dans son portail, et qui on laisse dehors. J'espère que cette histoire vous a donné du courage. Le courage de dire non. Le courage de poser des limites. Le courage de croire que vous méritez votre place à la table, même si on essaie de vous reléguer sur le canapé. Maintenant, c'est à vous. C'est la dernière fois que je vous sollicite aujourd'hui. Si cette histoire a résonné en vous, s'il vous plaît, aimez cette vidéo. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Quelqu'un qui se sent peut-être exclu en ce moment. Et surtout, abonnez-vous. J'ai encore beaucoup d'histoires à raconter. Des histoires de résilience, de justice, et parfois, de douce vengeance. Merci de m'avoir écouté. Prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, votre espace est sacré. Ne laissez personne le polluer. À très bientôt.